Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une édition qui sera en grande partie consacrée au Grand Prix de Monaco. Nous recevrons ce soir Charles Leclerc. Le pilote monégasque nous a accordé un entretien dans lequel il reviendra notamment sur son début de saison avec Ferrari et bien évidemment sur son sentiment à l'approche de cette course qu'il dispute à la maison. Aux abords du circuit, l'ambiance bat son plein. Nous sommes allés prendre le pouls du côté de la fan zone qui a déjà trouvé son public. Le Grand Prix de Monaco attire chaque jour des milliers de visiteurs. Comment la sécurité s'organise autour d'un tel événement? Quel dispositif est mis en place? Eric Arella sera notre invité dans ce JT. Et puis un match de football pour la bonne cause. Le Racing Stars Football Cup a opposé hier au stade Louis de l'équipe des pilotes face au Barbadjo Monaco. De nombreuses célébrités avaient répondu présentes pour l'occasion. C'est le tenant du trophée, le héros de tout un pays qui a marqué l'histoire le 26 mai 2024 en remportant le Grand Prix de Monaco. Charles Leclerc est de retour chez lui pour une course qu'il affectionne tout particulièrement. Avant le début des essais libres de Formule 1 qui auront lieu demain, le pilote monégasque nous a accordé un entretien à l'ACM Lounge. Bonjour Charles. Bonjour. Merci de nous faire l'amitié d'être notre invité aujourd'hui. On a l'impression que c'était hier et pourtant c'était il y a un an que vous avez marqué l'histoire de ce Grand Prix en le remportant chez vous à Monaco. Est-ce que ces images sont encore toutes fraîches dans votre tête? Oui, bien sûr. Après, il y a pas mal de courses qui se sont passées depuis, donc voilà. Mais bon, en revenant ici dans le paddock, la dernière fois que j'étais ici avec tous ces camions, on sautait dans le port avec Fred pour fêter la victoire, donc ça rappelle de bons souvenirs. Mais malheureusement cette année on n'est pas dans la même situation et c'est une situation un petit peu plus compliquée dans laquelle on est et ça va être compliqué de reproduire la magie de l'année dernière. Justement, est-ce que vendredi lors des essais libres on gardera ces images en tête, toutes ces émotions, ou au contraire on balaie ce qui s'est passé et on repart avec la même ambition bien sûr, mais une page blanche? L'ambition est toujours là, mais ce sera un départ d'une page blanche, bien sûr. On ne peut pas se permettre de penser trop à l'année dernière, parce qu'encore une fois, il y a 24 courses qui sont passées depuis l'année dernière. Il y a pas mal de choses qui se sont passées en piste et hors piste. On arrive aujourd'hui avec une voiture différente, dans une situation un petit peu plus compliquée que celle de l'année dernière, avec une voiture moins compétitive. Donc voilà, on va essayer de refaire le miracle. C'était, je pense, le plus beau jour de ma vie et un de ces moments dont je me souviendrai toute ma vie. Mais bon, on doit repartir d'une feuille blanche. Dans quel état d'esprit vous arrivez là dimanche à Imola, après votre 6e place? Vous avez fait part de votre déception. Est-ce que là, la déception est effacée et d'être à Monaco, ça vous galvanise encore plus? Oui, après chaque déception, il faut repartir motivé et pas se laisser trop distraire par les mauvaises courses d'avant. Donc voilà, non, on est passé à autre chose. Après voilà, encore une fois, c'est une année où il y a beaucoup de boulot à faire. Il y a eu beaucoup de travail sur le simulateur, beaucoup de préparation pour ce week-end pour essayer d'arriver ici le plus près possible. Et j'espère que ça portera ses fruits. Et cette nouvelle règle à prendre en compte, 2 arrêts au stand obligatoires, comment vous l'avez accueilli cette nouvelle règle? Moi, je pense que c'est plutôt bien, parce que c'est vrai que Monaco restera pour toujours une course iconique du calendrier. Surtout pour le samedi, parce qu'en qualification, c'est juste exceptionnel de pousser une Formule 1 dans les rues de Monaco. Et en tant que pilote, on peut vraiment faire la différence en prenant énormément de risques. Le dimanche, il y avait un petit peu moins d'action. Et bon, cette nouvelle règle est faite pour justement essayer d'aider l'action dimanche. Et je pense que ça, c'est positif. Ça reste aussi une course stratégique, hein. Les rues de la Principauté sont très particulières. Exactement. Je ne sais pas quelle sera la météo dimanche, mais la météo en plus là des fois peut être un peu capricieuse à ce moment-là de la saison. Donc pas souvent, mais en tout cas dans les dernières années, c'est arrivé assez souvent que le samedi ou le dimanche il y a un petit peu de pluie. Si ça s'ajoute, la stratégie sera encore plus importante. Mais bon, en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça donnera avec 2 arrêts ici à Monaco. La SF25 est faite pour Monaco ou pas? Malheureusement, la réponse n'est pas positive. Si jamais, ça met plutôt en évidence les défauts de la voiture, parce qu'on a eu beaucoup de mal sur les virages lents depuis le début de l'année. Et à Monaco, il n'y a que des virages lents. Donc, sur le papier, ça va être une
course et un week-end compliqué. Mais Monaco est tellement spécial en termes de réglage de voiture, etc., que c'est tellement extrême qu'on peut avoir une bonne surprise. J'espère qu'elle sera bonne. On espère aussi. L'autre nouveauté, c'est un nouveau coéquipier, Lewis Hamilton. Comment ça se passe avec lui? Qu'est-ce qu'il vous apporte en plus cette saison? Il apporte déjà toute son expérience d'un 7 fois champion du monde, d'un pilote qui a fait de nombreuses années dans un team comme Mercedes qui a été une référence pendant de nombreuses années. Et donc du coup, ça nous permet de voir les choses et les situations d'une manière différente dans certains cas. Et c'est toujours super intéressant de partager les différents problèmes qu'on a eus pendant cette ère de l'hybride. Donc voilà, non, il apporte beaucoup d'expérience et après il est tellement talentueux aussi. Donc c'est une énorme opportunité pour moi d'apprendre d'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur du sport depuis toujours. Et en plus ça, de pouvoir montrer ce que je sais faire parce que maintenant Lewis a la même voiture et donc du coup c'est super intéressant pour moi de pouvoir m'en comparer à Lewis. On va regarder un petit peu plus loin dans la saison. Vous êtes 5e actuellement au classement des pilotes. Quelles sont vos ambitions? La seule ambition, c'est de gagner. Après, il faut être réaliste aussi. Malheureusement, la saison n'a pas commencé de la manière dont on l'espérait. Et il y a encore beaucoup de boulot pour espérer aller se battre avec les McLaren et les Red Bull devant. Donc, pour l'instant, je ne me concentre pas trop sur le championnat. On les prend course par course et on essaye de prendre le plus de points possible maintenant qu'on ne se bat pas pour la victoire, mais j'espère que bientôt on aura une voiture qui nous permettra de se battre pour la victoire. On espère déjà qu'il y aura des points dès ce week-end. Merci infiniment Charles d'avoir été notre invité ce soir. Merci. Voilà pour cet entretien avec Charles Leclerc. Les essais libres de Formule 1 seront à suivre en direct sur notre antenne demain, tout comme les qualifications de Formule 2 et de Formule 3 et de Porsche Mobile One Super Cup avec aux commentaires Frédéric Hélion, Christophe Pacaud et Franck Phillips. Rendez-vous donc à partir de 11h05 sur Monaco Info. Aux abords du circuit, les fans de Formule 1 ou simples curieux étaient déjà nombreux aujourd'hui. Exemple à la Fan Zone où Frédéric Hélion et Camille Caloni sont allés vivre cette atmosphère Grand Prix. Une photo entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton. Différentes animations destinées aux fans absolus de Formule 1, mais aussi aux non-initiés désireux de découvrir et vivre l'expérience du Grand Prix de Monaco. La Fan Zone est de retour sur la place d'Armes et vous étiez nombreux dès ce jeudi matin pour tester les différentes animations et notamment l'une des attractions phares, le simulateur de course. Here with Red Bull Racing we have 4 simulators and over there with the F1 simulators we have 8 more and we do this in all the fan zones in every Formula 1 GP. And here we have an extra activation with Red Bull Racing where people can try the simulator and they can also win a steering wheel signed by Max Verstappen and Yuki Tsunoda. To be fair, it was easy. They put the boats in the lowest level, but yeah, it was easy. I'm from Portugal. So far, it's been amazing. The fact that you can be here and see the things that you see on TV, it's completely amazing. Et les pilotes sont connus pour avoir un temps de réaction et des réflexes incroyables. Pour se mesurer à eux, direction le fameux système BATAC. C'était chouette, Anna m'a battue, parce qu'elle est beaucoup plus réactive que moi, je pense. Je sais pas. Comment vous avez trouvé ça? Est-ce que c'était compliqué ou pas plus que ça? C'était pas très compliqué comme moi, j'ai trouvé. Ouais. Et maman, comment c'était? Ah non, ça allait. En plus, là, ce matin, c'est calme encore, donc on peut en profiter avec les enfants le matin, c'est sympa. Et c'est chouette, là, de sortir et qu'ils puissent avoir un peu l'expérience du Grand Prix avant vendredi et samedi, c'est super. C'est bien qu'ils s'impliquent un peu dans le Grand Prix et qu'ils développent la passion. Autre animation très prisée, le Pit Stop Challenge Red Bull, un duel entre amis, chronométré, où l'on doit changer une roue le plus rapidement possible. Pas très bien passé parce que je comptais faire moins de secondes, essayer de me faire embaucher chez Red Bull et finalement je vois que non, j'ai fait 19 secondes, c'est pas très bien passé. Il y a encore un peu de boulot avant de finir chez eux. Oui, beaucoup de travail à faire avant, oui. Et la course pourrait justement se décider dans la voie des stands cette année puisque la FIA a imposé une nouvelle règle pour dynamiser la course avec 2 arrêts obligatoires.
200 à 300 000 personnes sont attendues durant les 4 jours du Grand Prix. Face à cette forte affluence, la sûreté publique est mobilisée de jour comme de nuit. Surveillance accrue, patrouille renforcée. Comment la sécurité s'organise autour d'un tel événement? Pour le savoir, nous sommes en duplex avec le contrôleur en charge de la direction de la sûreté publique. Éric Arella, bonsoir. Bonsoir Émilie. C'est votre premier Grand Prix à ce poste. Comment abordez-vous ce long week-end au cours duquel vos équipes vont être en première ligne? C'est effectivement un événement à tous égards, c'est aussi un événement en termes de sécurité. C'est très certainement le plus gros service d'ordre que la sûreté publique a assuré au cours de l'année. On est bien sûr plutôt serein parce qu'on a une certaine habitude pour mener ce genre de mission. Donc on aborde ça sans difficulté particulière, mais avec grande vigilance. Et donc il y a plusieurs messages effectivement à passer. Et quel sera le dispositif mis en place par la sûreté publique? Combien de personnes, par exemple, seront mobilisées pendant ces 4 journées? Alors quand je vous dis que c'est le plus gros service d'ordre de l'année, en effet, quand on sort les chiffres, vous connaissez l'effectif de la sûreté publique, presque 640 personnes. En l'occurrence, c'est 620 personnes qui sont clairement mobilisées pour ce service. Et 620 personnes, c'est presque le même chiffre sur les 4 jours, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et quelles vont être les missions de vos équipes? Et alors les missions sont fort nombreuses et je devrais rajouter dans les 620 personnes, il y a effectivement des personnes qu'on appelle des supplétifs, qui sont des jeunes gens qui sont formés pour des missions de filtrage. Ça c'est très important. Et nous avons en plus des 620 personnes, nous avons une compagnie de CRS qui nous est mise à disposition par la France pour aussi assurer en complément, surtout samedi et dimanche, ce service d'ordre. Alors les missions sont effectivement fort nombreuses. Bon, d'abord il s'agit effectivement d'assurer la sécurité générale des épreuves. Après, effectivement, c'est les problématiques de circulation. Pour nous, l'objectif, c'est de faire en sorte de limiter l'impact que suscite cet événement en termes d'affluence pour limiter au maximum, en tout cas, les difficultés de circulation. Elles existeront, mais on fera en sorte, naturellement, et ça, c'est un vrai gros effort de notre part, pour le limiter au maximum. Quant aux autres missions, elles sont effectivement importantes. C'est aussi assurer tout ce qui est festivités nocturnes. Vous connaissez l'affluence sur les 4 nuits, pour ne pas dire 5, il y a celle aussi du lundi qui peut être importante, pour faire en sorte effectivement qu'en termes de sécurité routière, en termes d'alcoolémie, en termes d'affluence, notamment sur la darse et sur les endroits de nuit, on est, je dirais, un événement qui se déroule de manière contenue, tout en privilégiant l'aspect festif naturellement, mais que ça reste en termes de sécurité quelque chose de tout à fait maîtrisable. Comment vos équipes se préparent-elles à cette échéance? Certains connaissent bien les exigences qui entourent cet événement, mais pour les petits nouveaux, comment les sensibilisez-vous? Bon, le gros avantage, c'est que c'est un événement là, que nous connaissons bien, qui est bien cadré, sur lequel on fait à chaque fois un débriefing pour essayer d'améliorer un certain nombre de détails dans le dispositif. C'est un événement qu'on ne prépare pas le 20 mai pour le 25. Vous l'imaginez bien, c'est vraiment le travail d'un an. Donc on reprend toutes les gammes et naturellement c'est l'occasion, à travers diverses réunions internes et externes, avec le département d'intérieur notamment, pour faire en sorte justement de faire monter en gamme tous les jeunes gens qui sont nouveaux dans le service pour justement s'approprier au mieux la mission qui va leur être confiée. C'est ce que je me suis moi-même appliqué au cours des 8 mois de présence à Monaco. Un dernier mot, Éric Arella. En conclusion, nous évoquions l'aspect festif qui entoure le Grand Prix, et notamment les soirées du Grand Prix. Le maître mot, c'est toujours la prévention autour des dangers de l'alcool au volant. C'est effectivement le maître mot, absolument être vigilant pour faire en sorte que les gens passent de bonnes soirées, mais on sera très vigilant. Nous allons opérer des contrôles particuliers par rapport à ça. Vous vous souvenez des événements de fin d'année, des accidents dramatiques qu'on a pu connaître. On voudrait faire en sorte que le Grand Prix soit vraiment un événement festif et qu'on n'ait pas à déplorer effectivement de difficultés de cet ordre. Eh bien merci Éric Arella d'avoir été notre invité ce soir pour nous détailler le dispositif qui entoure ce long week-end de Grand Prix à Monaco. Merci beaucoup. Merci à vous et bon Grand Prix à tous. Et à événement exceptionnel, dispositif exceptionnel, d'autres acteurs de l'ombre seront présents pour assurer la sécurité du public et de l'ensemble des acteurs qui gravitent autour des pilotes, à l'image de la Croix-Rouge monégasque. Dans ces missions, elle peut compter sur le renfort de secouristes venus de différents pays. Léa Dutrouille et Arnaud Imbert ont assisté au dernier briefing à l'Auditorium Régnier 3.
À la veille du Grand Prix de Monaco, les moteurs sont encore au repos, mais en coulisses, la mécanique du secours est déjà en marche. Dans cette salle de l'auditorium Régnier 3, 200 invités pour le dernier briefing avant 4 jours de haute intensité. Objectif, coordonner les 270 secouristes de la Croix-Rouge, dont une centaine de la Croix-Rouge monégasque engagés sur le terrain. On a la chance d'avoir l'aide de sociétés étrangères de Croix-Rouge. Une dizaine de pays sont représentés, donc c'est aussi un moment de convivialité où des secouristes qui ont collaboré sur des événements année après année se retrouvent. C'est aussi ça la particularité de ce dispositif. Chaque équipe dans son secteur va recevoir ses ordres de mission, prendre connaissance du chef de poste, puisque chaque secteur va être dirigé par un chef de poste qui est un membre un peu éminent de la section secourisme monégasque, donc qui connaît bien le dispositif pour y avoir participé depuis des années, voire des dizaines d'années, qui connaît bien les interactions entre les différents secteurs et donc même les secouristes étrangers qui viennent pour la première fois vont être bien briefés aujourd'hui, mais après à partir de demain sur le terrain. À leur côté, 450 commissaires, 21 infirmières, 46 médecins et 5 secouristes spécialisés, tous mobilisés pour garantir la sécurité des 200 000 spectateurs attendus ce week-end. Chaque équipe connaît déjà sa zone d'intervention, stand, tribune, paddock ou circuit secondaire. La coordination se doit d'être millimétrée. Je suis rentrée à la Croix-Rouge pour ces principes et donc toutes les fois que la Croix-Rouge a besoin, j'aime bien essayer de donner un coup de main selon mes disponibilités et donc parmi les postes, le Grand Prix. C'est une manière de partager ce que l'on ressent et d'aller envers les autres. Donc pour moi c'est ça, partager nos connaissances, notre manière de travailler. Heureusement qu'on est serein. Par contre, voilà, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. On espère que tout se passe bien pour le public. C'est le plus important. C'est que la manifestation se passe bien pour le public. Et après, c'est chaque jour des équipes différentes. Donc c'est s'adapter, c'est pouvoir être en réponse aux questions que les autres équipiers peuvent nous poser. Quand on fait du secourisme, voilà, il n'y a pas d'identité particulière, on ne se regarde pas, on est là pour se serrer les coudes et s'entraider. Et c'est bien ça la force de la Croix-Rouge, qu'elle soit internationale, qu'elle soit belge, qu'elle soit monégasque. C'est vraiment une super aventure. Et j'invite vraiment à ceux qui se posent encore la question, rejoignez-nous. Au total, plus de 200 interventions sont anticipées durant le week-end, une mécanique bien rodée comme une écurie d'élite de la sécurité. Le Grand Prix de Monaco, c'est également cette tradition de plus de 35 ans. Le match de football de la Star Team au Stade Louis II, rebaptisé cette année Racing Stars Football Cup. Il a opposé hier au Stade Louis II les Barbadjans Monaco de Louis Ducruet à l'équipe des pilotes. Une rencontre amicale pour la bonne cause qui aura réuni de nombreuses célébrités et anciens sportifs. Le reportage de Fabien Bonilla et Arnaud Imbert. L'équipe nationale des pilotes, à sa tête le capitaine Pierre Gasly. Ils sont en maillot noir, à ses côtés Carlos Sainz, Oli Berman, Arthur Leclerc ou encore Thierry Deville. De l'autre côté, le capitaine Louis Ducruet en maillot blanc et son équipe des Barbadjans composée de Ludovic Giuly, Flavio Roma, Gaël Givet, Schilacci, Cheventon, M. Pokora, Paul Mirabel, Ragnar Le Breton, Benoît Saint-Denis, Paul de Saint-Cernin. Là aussi, la liste est très longue. Entre pilotes automobiles, anciens joueurs de foot et influenceurs, le public est venu nombreux pour ce match caritatif au profit de l'association Be Safe et de l'association Jules Bianchi. De voir autant de monde impliqué, venir au stade, ça fait toujours plaisir et jouer dans un stade avec de l'ambiance, c'est toujours plus agréable. Donc on est content pour les deux associations surtout. Déjà c'est pour la bonne cause, comme je le dis tout le temps. Il y a Be Safe d'un côté, il y a la fondation Jules Bianchi aussi et c'est deux causes qui me tiennent particulièrement à cœur. Donc c'est beau de voir autant de sportifs se réunir, mais pas seulement, de personnalités en général. Et bon voilà, j'espère que les tribunes vont se remplir pour cette belle occasion. Nous, on nous demande de jouer sur une pelouse de Ligue des Champions et on nous dit amusez-vous et en plus à la fin ce sera pour la bonne cause. Il n'y a pas grand chose qui est mieux que ça au monde, en vrai. En tant que passionné de foot depuis tout gamin, quand je peux fouler des pelouses de Ligue 1, c'est un rêve qui devient réalité aussi. Oui, c'est de famille. Ouais, c'est de famille. Mon père a eu la chance de marquer des buts sur ces pelouses. Moi voilà, c'était plus en tant que fan de foot. Donc voilà, c'est un bonheur de pouvoir être dans ces conditions-là
de le faire pour la bonne cause. C'est la première fois que je le fais, donc non, c'est un honneur déjà d'être ici. Il y a beaucoup de belles personnes, aussi Louis qui est un super pote, donc ça fait plaisir d'être là, on se sent bien et c'est un super événement aussi tout le temps avant les Grands Prix. Votre niveau de foot, c'est quoi à peu près? La dernière fois que j'ai touché un ballon, c'était en CM2 et c'était un ballon en mousse, donc... Votre niveau là à peu près en foot? Faible. Faible, avec un cardio faible. Non, je pense que, à mon avis, vous n'allez pas beaucoup me voir sur le terrain, mais je vais essayer de donner le meilleur quand même. Louis Ducruet me disait l'autre jour que vous étiez probablement le plus chambreur. Une réaction par rapport à ça? Bon, il a raison, hein, depuis pas mal d'années maintenant. Après, c'est toujours, c'est toujours dans le respect. J'adore ce que je fais, j'adore la vie. Et forcément, moi, j'aime pas m'ennuyer. Donc, du coup, quand on peut donner 2-3 vannes, on le fait avec plaisir. Donc là, je suis sur Paul Mirabel, là, en ce moment. Donc, je lui ai mis une pression avant le match. Il va prendre? Il a pris déjà dans le vestiaire, parce que c'est notre numéro 10. Donc, il a intérêt d'être bon. Le coup d'envoi a été donné par Charles Leclerc en présence du souverain, de sa sœur la princesse Stéphanie et du pilote Mika Häkkinen. Même si le résultat n'a aucune importance, le tout était de prendre du plaisir dans les gradins en tant que supporter ou sur le terrain en tant que joueur. Des joueurs qui ont tout donné pendant 90 minutes. Il y a eu un festival de buts avec au départ une domination des Barbagians en blanc qui ont mené rapidement jusqu'à 3-0. L'équipe nationale des pilotes s'est ressaisie et est remontée au score avec par exemple ce pénalty tiré par Pierre Gasly. Résultat final, 6-4 pour les Barbagians qui ont levé la coupe, un ballon encerclé par une roue. Alors que les pilotes de F1 sont repartis pour se reconcentrer sur un événement interplanétaire qui se déroulera cette fin de semaine dans les rues de Monaco, les joueurs de l'équipe des Barbagians ont célébré leur victoire avec le public. Succès populaire donc pour ce Racing Stars Football Cup. Fabien Bonilla a justement profité de cette occasion pour demander à certaines personnalités leur regard sur le Grand Prix de Monaco. Écoutez ce qu'elles ont répondu. C'est mythique, voilà, en ville comme ça. Surtout c'est pas une ville super étendue, Monaco, tout est construit dans un dénivelé comme ça, c'est assez impressionnant et donc je pense que on peut le dire, c'est le plus beau circuit du monde. C'est le plus dur aussi pour dépasser, mais non, le cadre est fantastique. Je crois que c'est unique, quoi. C'est l'un des grands prix qui est unique dans une ville depuis des années. En plus, un Monégasque l'année dernière qui a fait le taf et c'est des émotions énormes pour la principauté, pour lui et forcément nous on est très contents. À chaque fois on vient, c'est un spectacle, c'est quelque chose d'unique, le Grand Prix à Monaco. C'est incroyable, moi j'ai eu la chance d'y assister déjà quelques fois. C'est toujours un truc de fou quoi, la ville et puis le fait même de se retrouver sur le circuit les soirs, de pouvoir se balader là où les voitures passent la journée, c'est très, très spécial donc j'ai hâte de celui-là. Je sais pas, je m'en bats un peu les reins moi. J'ai un copain qui c'est honnête. Non mais j'ai un pote qui pilote, Esteban Ocon, mais je connais rien à la Formule 1. Le Grand Prix de Monaco, pour moi c'est tout. Je suis né ici, donc bien sûr j'ai assisté à tous les Grands Prix depuis mon enfance. C'est quelque chose d'incroyable, encore plus avec mon frère qui est là, avec la Scuderia Ferrari. Donc aujourd'hui je fais le race support aussi, donc je donne ma part aussi avec le développement de la voiture, donc voilà, j'espère que ça va bien se passer. Suite de notre série de reportages avant les Jeux des petits États d'Europe qui débuteront en Andorre la semaine prochaine. Focus aujourd'hui sur de belles histoires familiales placées sous le signe du partage et de la transmission. Le reportage de Frédéric Elion sur des images de Jean-Alexandre Dordet et Camille Caloni. Tu ne vas pas au-delà de l'effort, tu restes sur quelque chose de facile et agréable à vivre. Ok ? Allez, Sa voix, vous la connaissez forcément. Elle résonne autour des bassins du stade Louis II depuis 2012. Plus d'une décennie à former et développer les jeunes talents de la principauté. Dans la famille Pou, il y a donc Michel, le papa et entraîneur général de l'AS Monaco Natation, mais aussi parmi les nageuses, Tiffany et Lisa, ses filles. Pour la première fois aux Jeux des petits États d'Europe, ils seront réunis tous les trois en Andorre et chacun l'aborde à sa manière. De façon tout à fait normale, c'est-à-dire qu'avec un entraîneur, avec des nageuses, et pas plus. C'est la première fois qu'elles seront réunies au sein de la même équipe. Avec des objectifs complètement différents entre l'une et l'autre. Mais pour moi, ça reste mes nageuses, pas mes filles, en tout cas pour cet événement-là. Il y a d'autres événements familiaux, ok, mais là c'est un événement sportif, ce seront mes nageuses. Pour ma part, oui, c'est spécial parce qu'on n'a jamais eu l'occasion en fait, de faire en famille, enfin en tout cas toutes les deux. À chaque fois, c'était soit Tiff toute seule, soit moi toute seule. Et là, le fait d'être ensemble, ça fait vraiment plaisir. Je suis super contente, c'est aussi une motivation de pouvoir partager ça avec Lisa. C'est vrai que c'était la première fois.
J'ai déjà participé 3 fois aux Jeux des petits états, donc la seule fois où je suis pas allée, c'est elle qui est allée toute seule. Donc ça va être intéressant de voir un petit peu et puis d'être dans la compétition ensemble. En judo, il y a eu la famille Alag avec Sarah et Sophia, et aussi désormais les Vatans avec Franck, le papa, inoxydable avec ses 8 éditions au compteur, et sa fille, Lou, qui va vivre ses premiers Jeux en Andorre fin mai. La première fois que j'ai commencé, c'était en 2005 à Andorre. Donc là, j'ai fait quasiment tous les Jeux, donc une boucle entière. Et maintenant, il y a ma fille qui fait du judo et elle va participer à ses premiers Jeux. Donc j'espère que ça se passera bien. Ton regard de papa, justement, comment tu le vis, le fait que ta fille va prendre le relais et va participer après toi? C'est une certaine fierté. Après, j'espère que ça se passera bien pour elle, même si ça va être difficile, que c'est ses premiers Jeux. Sachant qu'elle va être junior première année, donc l'année prochaine, donc là elle est encore cadette. Donc le niveau il va être élevé, mais après elle a les armes pour faire quelque chose. Il m'a mis des petites dans sa passion et j'ai tout de suite accroché et depuis j'ai continué, j'ai suivi sa trajectoire. Je suis contente de pouvoir passer après lui. Après j'espère que de mon côté ça va se passer aussi bien que les siens et que je vais pouvoir être aussi performante que lui. Oui, parce que moi j'ai plusieurs médailles quand même. Lou suivra peut-être les traces de Sarah Alag, autre membre de la délégation judo, qui a déjà remporté 10 médailles en individuel et par équipe en 6 éditions. Et les Jeux des petits États d'Europe en Andorre seront à suivre sur Monaco Info. Lundi à 21h30, vivez en direct la cérémonie d'ouverture avec Christophe Paco et Stéphane Maggi. Quant à moi, je vous retrouverai tous les jours à 10h30 à partir de mardi avec Frédéric Elion pour JPE, le débrief. Avec nos invités, des reportages et des interviews, nous évoquerons en longueur la participation de Monaco à ces Jeux. En tennis, fin de l'aventure pour Valentin Vachereau en qualification de Roland-Garros. Le joueur de la Fédération monégasque de tennis s'est incliné face au Géorgien Basilashvili, 7-6, 6-3. Valentin Vachereau n'aura malheureusement pas pu rééditer la performance de l'an dernier. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, nous découvrirons le temps qu'il fera demain pour les essais libres de Formule 1 avec la météo de Sarah Inkari. Suivi du magazine Rencontre. Ce soir, Yann-Anthony Nogues reçoit Vincent Vatrican. N'oubliez pas, le Grand Prix de Monaco, c'est en direct sur Monaco Info. Rendez-vous dès demain à partir de 11h05 sur notre antenne. Passez une très belle fin de semaine au rythme du Grand Prix. Retrouvez la météo avec Mayabay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous, les premiers essais libres du Grand Prix de Formule 1 auront lieu sous le soleil demain. Le ciel sera globalement dégagé, même si quelques nuages devraient faire leur apparition en fin d'après-midi. Rien de bien méchant. Du côté des températures, elles seront légèrement inférieures à celles que nous avons connues aujourd'hui, bien que toujours très agréables. 13 degrés pour la minimale et 20 pour la maximale. Pour terminer, pensez-y, si vous en connaissez, ce vendredi 23 mai, nous fêterons la Saint-Didier. Belle soirée avec nous sur Monaco Info. C'était la météo avec Mayabay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.